Bon, bonjour. Voilà, donc merci de bien vouloir répondre à cette proposition d'audition. Donc, on a le groupe France Insoumise, on a une niche le 1er février. On va faire plusieurs propositions de loi. Et dans ces propositions de loi, on veut en faire une sur la question du contrôle au faciès, avec notamment la question du récépissé de contrôle d'identité. Donc, en prévision, on est en train de faire plusieurs auditions. On a vu ce matin Esther Benbassa et Pouria Mirchahi qui avaient été très en avance sur ces questions dans la mandature précédente. On a vu le CNDH, c'est ça, oui, comme on dit. Voilà, merci. Non, mais j'étais en train de me demander si j'avais bien les... Enfin bon. On a vu également le comité Stop au faciès, c'est ça, hein, voilà, je ne me trompe pas. La semaine dernière. On va voir ce soir aussi des associations. Et puis, voilà, on souhaitait vous rencontrer cet après-midi pour un peu avoir votre position d'abord. Et puis, au-delà de votre position, les questions qu'on se pose, c'est votre position. Est-ce que notre projet de loi doit se réduire ou pas pour l'instant à la question du contrôle au faciès, c'est-à-dire plutôt à la question du récépissé, je m'excuse, ou est-ce qu'on peut envisager de l'étendre à d'autres articles de loi? C'est des questions qu'on se pose. Et puis aussi peut-être essayer de voir ensemble, de se donner un peu des éléments pour être le plus efficace possible. Bon, parce qu'en gros, on n'ignore pas qu'on n'y arrivera pas, on ne fera pas passer cette loi, mais peut-être qu'il est possible d'enfoncer le maximum de coins là-dessus. Donc l'idée, c'est de faire avancer les consciences et à faire avancer le débat. Donc voilà, je ne sais pas par qui on peut commencer. Amnesty, peut-être? Oui, vous pouvez peut-être vous présenter. Bonjour, donc je suis Dominique Curis, chargée de plaidoyer pour Amnesty International en France, notamment sur les questions de liberté individuelle et publique, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà. Moi, je suis Baki Youssoufou. J'ai cofondé la plateforme We Sign It, qui est une plateforme européenne de mobilisation citoyenne qui fait 5 millions d'utilisateurs en France. Et j'ai surtout cofondé l'auto-collectif Quoi ma gueule, qui consistait à filmer dans les gares les contrôles au faciès. Dans un premier temps, on voulait d'abord informer nos concitoyens sur le fait que quand vous êtes face à un contrôle, en fait, la personne plaquée contre le mur n'a rien fait, a priori. La police n'a rien à lui reprocher. Et aujourd'hui, il y a à peu près 1000 vidéos qui sont faites par des citoyens tout seuls par jour. Et les policiers commencent à vraiment sentir, lorsque les gens sortent le téléphone, franchement, on ne s'attendait pas à arriver à ces résultats. Ça nous dépasse. Et c'était le but, c'est pourquoi c'est un autocollectif. Il suffit de se déclarer pour faire partie du collectif. Voilà. Dominique Noguer, je suis vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et je m'occupe dans cette association, entre autres choses, d'un groupe de travail sur justice et police. Donc on est... et puis discrimination, donc on est en plein dedans, justement sur la question aussi des contrôles aux faciès et des conséquences que cela peut engendrer pour nos concitoyens. Voilà. Je sais pas, je vous propose de commencer. Non ? Vous posez comme vous voulez. Alors c'est moi qui me jette à l'eau. Bah écoutez, allons-y alors. Alors bon, déjà un premier point, cette question de contrôle aux faciès, je dirais, est enfin sortie au grand jour. C'est-à-dire qu'on en a pris conscience. Il y a eu quand même des décisions importantes concernant la réalité des contrôles aux faciès, ce qui était quand même assez nié jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est déjà un point assez positif. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une question de fond. Tous ces contrôles sont faits, soi-disant, sur des contrôles d'identité. D'où le récépissé, l'idée du récépissé qui en a découlé. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être à la source. Pourquoi fait-on des contrôles d'identité ? Quelle est la base juridique du contrôle d'identité ? C'est l'article 78.2 du Code pénal.
C'est-à-dire que le procureur de la République, sur réquisition, autorise la police à effectuer des contrôles d'identité aléatoires, je dis bien aléatoires, dans un certain nombre de secteurs. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit, à mon avis, pointer la lumière. Parce que à partir du moment où il y a une autorisation tacite de contrôle, alors qu'il n'y a pas d'infraction commise, alors qu'il n'y a pas de raison particulière de contrôler l'identité, mais que ce contrôle est aléatoire, on arrive à ces dérives d'avoir à contrôler ceux qui sont les plus visibles, et ça, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. Alors, pour la petite histoire, je rappellerai quand même qu'il y a quelques années, le syndicat de la magistrature avait été poursuivi pour avoir parlé de contrôle discriminatoire et de contrôle au faciès, et avait été condamné en justice pour avoir publié dans un livre la réalité de ce qui se passait. Donc, ce n'est pas une chose nouvelle, hein. C'est simplement que là, il y a une prise de conscience qui me paraît assez importante. Alors, aujourd'hui, je pense que modifier l'article du Code pénal, on n'y est pas encore, mais c'est une piste, à mon avis, à creuser et à travailler parce que c'est le fondement du contrôle d'identité, il ne faut pas l'oublier. Donc, le palliatif, je dirais, c'est la question du récépissé qui a son utilité parce qu'elle permet effectivement de pouvoir à la fois mettre un peu de contrôle, voilà, sur la manière dont ces contrôles au faciès se font, avec des difficultés, évidemment, c'est qu'il n'y a probablement pas de statistiques ou s'il y en avait, ça pourrait, enfin on ne sait pas trop encore comment ça pourrait fonctionner, mais ça permet aussi aux policiers de prendre conscience qu'ils sont aussi responsables de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus indéfiniment aller contrôler tout le monde n'importe comment, dans n'importe quelles conditions. Et ça, je pense que pour l'instant, en tout cas, à défaut d'avoir une modification du corpus initial, c'est quand même déjà une chose extrêmement positive. En plus, ce sont des choses qui existent déjà dans d'autres pays, hein. L'Espagne l'a mis en route. Pas partout, hein, mais dans certaines villes. Et je crois que ça, plus ce que vous faites par vos actions, disons, citoyennes, voilà, de montrer que ce phénomène du contrôle d'identité au faciès est quand même extrêmement répandu. Voilà, c'est une chose qui est, à mon avis, très utile. Mais réfléchissez bien au fondement de l'article 78.2, parce que je crois que c'est vraiment ça qui sous-tend en fait la possibilité de contrôler tout le monde n'importe quand, n'importe quel moment, alors que dans d'autres pays, ça ne se fait pas, surtout quand il n'y a aucune infraction et qu'il n'y a pas de nécessité du contrôle d'identité. Alors après, évidemment, ça peut faire aussi des volontés pour la police de créer des fichiers, des répertoires, des indications. C'est-à-dire qu'après, on rentre dans le système connu des services de police. Après, vous entrez dans les fichiers du STIC, vous entrez dans plein de choses comme ça, qui évidemment ont des conséquences aussi extrêmement importantes pour les personnes, puisque quand vous êtes fiché au STIC, vous avez, même si ça n'est pas une condamnation pénale, vous avez beaucoup de difficultés à accéder à certaines professions réglementées parce qu'on vous ressort le fichage. Donc c'est un entraînement de beaucoup de choses et je crois qu'il faut vraiment, et c'est très bien qu'on prenne conscience de ça, et si vous pouvez faire passer ce message, même si je reconnais que ça sera peut-être assez difficile d'aboutir à un succès, en tout cas poser la question, le mettre publiquement et en débattre et forcer le débat, parce que je crois qu'il faut que le débat devienne public et que non seulement les citoyens s'en emparent, mais que les élus s'en emparent aussi, puisque c'est vous qui faites la loi, et que c'est très nécessaire qu'on puisse mettre ça en avant. Voilà, mais tout ça rentre aussi dans un truc beaucoup plus général après, mais je ne vais pas en débattre plus longtemps, on va pas monopoliser la parole, sur les rapports entre la police et les citoyens, qui est aujourd'hui quand même assez, je ne dirais pas dégradé, mais enfin assez complexe, qui fait qu'on est dans une méfiance réciproque qui ne peut, à mon avis, pas aboutir à quelque chose de serein. Donc c'est vrai que remettre en place, la police de proximité qui avait été balayée d'un revers de manche par les présidents de la République, je pense que c'est quelque chose d'important, mais ça va être un vrai travail de fond de pouvoir réconcilier un peu
la population avec sa police, mais je crois que c'est aussi une forme de démocratie importante à remettre en place. Bon, je ne parle pas ici des violences policières, je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand d'autres personnes seront là. Mais si vous voulez, je peux en parler maintenant aussi. Mais je pense qu'on va continuer sur ce terrain-là, plutôt. Voilà. Pour moi, je pense que, en fait, j'ai une sensation bizarre qu'on peut gagner. Après, gagner quoi ? Parce que cette question des contrôles aux faciès, la plupart d'entre nous qui sommes nés avec une couleur différente de celle que la police estime être celle de la France, on a vu l'évolution entre les années 2010 en gros, à partir des révolutions arabes et aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les jeunes et les moins jeunes avons compris que les outils que nous avons au quotidien pourraient être aussi des armes qui pourraient au moins rendre public ce qui se passe réellement. Parce que nous, quand on a commencé, quoi ma gueule, on voulait vraiment faire une étude pour savoir sur quel axe militer. Donc on filmait les gens qui assistaient à un contrôle. On filmait les gens. On leur demandait après, monsieur Coquerel, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient de se passer ? Systématiquement, les gens nous disaient, je pense qu'il a fait quelque chose. Le monsieur qui est collé contre un mur. Et donc, nous, on était partis de là pour dire qu'en fait, 100% des fois, la personne n'a rien fait. Parce que sinon, c'est une arrestation. Si la personne avait fait quelque chose, ça ne serait pas un contrôle, ça serait une arrestation. Donc, 100% des fois, ce qui déclenche un contrôle, c'est rien. La personne n'a rien fait. Et donc, nous, on a commencé à informer les citoyens et les citoyennes qui passaient dans les gares autour de ça. On a fait quelques gardes à vue. Heureusement qu'on a un avocat assez solide, je pense que vous les avez rencontrés la semaine dernière, Slim Benachour, qui nous a beaucoup aidé dans cette phase-là. Ça date de 2013-2014. Donc, c'était la gauche au pouvoir. On avait des ministres de l'Intérieur qui juraient par Jaurès à cette époque-là. Et donc, nous, on a commencé par se dire que, OK, quand on faisait ça, les gens, ils s'énervaient vraiment. Parce que si on demande à M. Coquerel, est-ce que vous pensez que la personne a fait quelque chose ? Vous dites, normalement, oui. En fait, il n'a rien fait. Naturellement, vous allez demander aux policiers. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur ? La police s'énervait systématiquement contre les personnes qui posaient cette question. Donc nous, on s'est dit, on va le rendre public. Au départ, on ne voulait pas rendre ces vidéos-là publiques, on voulait les stocker pour les donner en cas de justice. Donc on a décidé de les rendre publics. Et à partir de cet instant, on s'est rendu compte de deux choses. Un, les policiers étaient devenus de plus en plus virulents quand ils contrôlaient et qu'ils voyaient un appareil photo, un téléphone. Ils devenaient de plus en plus virulents dans un premier temps. Donc, un certain nombre d'entre nous en avons subi les conséquences, mais ça fait partie de l'action militante. Ça, à la limite, on s'en fiche. Et deux, les policiers sont passés dans une autre phase. Maintenant, ils disent, attention, il y a une caméra. Et donc, de plus en plus, c'est méfier du fait que... Et donc, ça donne une double indication. La première, c'est que, en fait, les citoyens, par de petites actions, pourrait être un support important pour vous pour faire avancer cette cause-là. La deuxième indication que ça donne, c'est que les policiers eux-mêmes ne sont pas sûrs, au moment où ils déclenchent un contrôle, s'ils sont dans la légalité. En fait, parce que chaque fois maintenant, moi à la gare du Nord, quand ils me voient, ils arrêtent les contrôles. Donc, ils ont une liste de personnes comme ça, dès qu'ils voient la personne sortir un téléphone, ils arrêtent les contrôles. Et donc, je pense que sur cette question, là où il peut y avoir des victoires, c'est dans votre capacité à impliquer nos concitoyens, concitoyennes sur la possibilité de gagner sur cette question-là et de choisir un combat gagnable tel que le récépissé, tel que la modification du 78.2, mais choisir un combat gagnable et pas changer toute la loi parce qu'ils ne changeront pas toute la loi, mais choisir un combat gagnable.
Et ça nous donnera suffisamment d'indications parce que dans un certain nombre de territoires, on est quand même assez désespéré de se dire que, en fait, nos grands frères ont subi ça, nous avons subi ça, nos petits frères subissent ça, et peut-être que nos gosses vont subir ça. Et donc, si on gagne sur un bout, ben, les citoyens, citoyennes seront capables de se dire qu'en fait, la possibilité de victoire existe, et si elle existe, ben donc on va gagner. Donc, pour moi, je pense qu'il faut plutôt que vous, dans votre niche, que vous utilisez quelque chose qu'on peut gagner, et je pense que le récépissé, on peut le gagner vraiment si on y allait en groupe, de façon groupée. Et nous, en tout cas, en tant qu'autocollectif qui fonctionne un peu sur des logiques, certains appelleraient ça autogéré, mais nous, c'est très bien géré. Hein. On sait comment on s'organise. Voilà. On est prêt à nous battre avec des gens. On l'a déjà fait avec Pouria Amerchaï ici. On l'a fait au Sénat avec Mme Benbassa, Marie-Noëlle Lindemann et d'autres au Sénat l'année dernière. Et ça a commencé à faire bouger les lignes, y compris à droite. Merci. Ouais. Moi, je voudrais rebondir sur... On fait un tour d'horizon sur la question de la loi qu'on veut proposer le 1er février sur la question du contrôle au faciès et notamment à travers la question du récépissé de contrôle d'identité avec donc la LDH, avec Corbagol et avec Amnesty. Voilà. Et Michael, donc, qui est le frère de Théo. Bonjour. Moi, de façon, pas tant sur la question du récépissé lui-même, mais sur ce qu'on a travaillé, c'est-à-dire plus largement les rapports police-population dans le cadre notamment de rassemblements, de manifestations. C'est un peu le sujet sur lequel Amnesty s'est concentré ces 2 dernières années. Et de renforcement aussi des pouvoirs de police administrative dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et ce à quoi on assiste, c'est à cette contradiction qui fait qu'on a finalement un renforcement de pouvoir de police d'un côté et une grande réticence à tout ce qui est de l'ordre du rendre compte. Et on sait que qui dit pouvoir renforcé de police doit vouloir dire responsabilité et rendre compte. Ce rendre compte, il est beaucoup trop faible, que ce soit dans le discours politique, le discours des responsables politiques. On a trop souvent un satisfecit, voire un soutien inconditionnel aux forces de l'ordre de la part du responsable politique. On peut entendre le soutien d'un ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre. On a plus de mal à admettre ce silence quand il s'agit de rendre compte, de suivi des enquêtes, de publication de chiffres et de données quant au nombre de personnes, en l'occurrence blessées lors de rassemblements, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres contextes d'intervention des forces de l'ordre. Réticence aussi quand il s'agit de traitement des images et pour rebondir sur ce que vous disiez, on l'a vu trop souvent, les preneurs d'images, les journalistes, les vidéastes, journalistes au sens large, sont pris pour cible par des forces de l'ordre dans le cadre de leurs interventions. C'est non seulement contraire à ce qui est un exercice d'un droit fondamental qui est le droit d'informer, mais c'est également, ça met en péril souvent l'exercice de la justice parce qu'on a vu des situations dans lesquelles le fait de pouvoir apporter des images devant un tribunal a fait la différence quand c'est la parole d'un justiciable, d'une justiciable et face à la parole d'un représentant des forces de l'ordre. Et je crois qu'il faut mettre tout ça vraiment dans le contexte dans lequel penser toutes ces mesures ne peut pas se faire hors contexte politique, hors contexte social, avec des discours de haine, des discours et des pratiques discriminatoires. On l'a vu notamment lors de l'état d'urgence, autre sujet que l'on a documenté, mais quand on augmente les pouvoirs de la police, ou de l'exécutif au sens large, dans un contexte de stigmatisation de certaines populations, ça donne lieu à des interprétations abusives, à des interprétations discriminatoires. Et on l'a entendu parfois de façon très textuelle. Madame, vous êtes ciblée en raison de votre pratique
pratique religieuse. Et je peux imaginer que dans d'autres contextes, ce soit le cas aussi, qu'en définissant mal une pratique, en définissant mal le cadre légal d'une pratique, que ce soit le contrôle d'identité, la perquisition ou l'arrestation, on laisse libre cours à ce type d'interprétations qui sont extrêmement contraires à l'objectif affiché de protection des populations, de protection de l'ordre public. Et on se trouve face à ce qui, moi, m'apparaît comme une tendance assez dangereuse, qui est un renversement de la logique, à savoir qu'on n'est plus dans le... On se trouve face à ce qui pourrait s'apparenter à la revendication d'un droit d'exercer certaines techniques policières, d'un droit d'exercer certaines mesures répressives ou contraignantes, au lieu d'évaluer la nécessité, la proportionnalité d'une mesure, que ce soit le contrôle d'identité ou d'autres mesures. Et les termes de nécessité, de proportionnalité des mesures sont trop souvent laissés pour compte, voire estimés comme superflus, alors que ça devrait être la base. On n'est pas là pour parler du droit à faire un contrôle d'identité, mais de la nécessité d'un contrôle d'identité ou de toute autre mesure. Et je voudrais attirer votre attention enfin, pour terminer, sur beaucoup de ces mesures beaucoup des pouvoirs de l'exécutif sont renforcés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la dernière exemple en date, c'est la loi qui a été adoptée il y a quelques jours, le 30 octobre dernier, qui donne notamment pouvoir aux douaniers de contrôler, de vérifier le respect par les personnes, je cite, dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne, de ses obligations de détention, de respect Quels sont ces signes extérieurs objectifs? On se le demande, et encore une fois, on sait que quand une loi est mal définie, elle donne lieu quasi systématiquement à des interprétations qui ont des conséquences dramatiques dans la vie des personnes. Voilà. Donc, si vous voulez réagir, c'est sur la question du contrôle au faciès et aussi plus particulièrement du récépissé de contrôle d'identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Ok. Bonjour à tous. Désolé pour le retard. Concernant le contrôle au faciès, pour moi, même avec un récépissé de contrôle, ça ne changera pas le problème de fond. Parce qu'au final, qu'il y ait un récépissé ou pas, nous, en tout cas, dans les villes, dans les banlieues, ce n'est pas le problème du récépissé. Le problème, ce n'est pas d'avoir un récépissé après avoir eu un contrôle. Le problème, c'est de se faire contrôler, déjà sans savoir pourquoi, et systématiquement. Oui, le récépissé, ce sera une bonne chose, ça va peut-être réduire les contrôles, mais ça n'empêchera pas le problème. Le problème, il est dans la relation entre la police et la population. Tant qu'il n'y a pas de respect, tant qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là, tant qu'il n'y a pas d'amélioration dans la formation des policiers, on peut faire tous les récépissés qu'on veut, le problème sera toujours là. Et malheureusement, c'est ça le problème au niveau politique, c'est qu'on fait toujours les choses, on dirait, pour avoir la paix, pour qu'on ne puisse pas nous dire « ah ben ça, on ne l'a pas fait ». Il faut regarder la réalité en face, en fait. Nous, on est ici des quartiers, et la vraie réalité, c'est qu'il y a un problème entre la police et les jeunes. Et la base de ce problème, c'est ça qu'il faut régler. Pour que le problème n'existe plus, il faut régler ce problème-là. Ce n'est pas simplement un problème de récépissé. Ce qui a été mis en place avec les vidéos, les images, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça freine certains policiers dans leur élan. Ça freine des policiers qui vont parfois très très loin et qui peuvent aller jusqu'à des drames comme des décès, ou ce qui s'est passé avec mon petit frère Théo. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est un problème social avant tout, c'est un problème d'occupation des jeunes. La police, ils viennent parce que les jeunes font n'importe quoi, parce que les jeunes n'ont rien à faire, donc du coup, ils traînent, et du coup, ça crée d'autres problèmes. Le récépissé, c'est une étape, mais pour moi, c'est une étape qui arrive, en fait, si vous voulez, c'est pas par là qu'il faut commencer. Mais c'est une chose qu'il faut faire, parce qu'effectivement, ça va aussi permettre de réduire le nombre de contrôles, parfois non justifiés, puisque nous, c'est surtout un sentiment d'injustice. On dit tout de suite qu'on est ciblé parce qu'on est noir, parce qu'on est arabe, parce que voilà, c'est une réalité. On est ciblé. Ça, si on regarde les chiffres, on est clairement ciblé. Maintenant, pourquoi on est ciblé? Ils ont la réponse. On pourra mettre racisme, tout ce qu'on veut derrière, mais clairement, on est ciblé. Mais le vrai problème, si on veut vraiment résoudre les choses, si on veut vraiment changer les choses, il faut s'attaquer à l'origine, à la source du problème. Et la source du problème, c'est un problème social. C'est un problème d'occupation des jeunes. C'est un problème d'exclusion. C'est un problème de, comment ils disent,
quand on est enfermé, j'ai oublié le mot. Voilà, exactement. Donc c'est le mot qu'ils aiment bien utiliser. Donc ce mot-là, c'est là le problème. Le récépissé, c'est bien, mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin que le récépissé. Il faut venir dans les quartiers, il faut venir constater, ah effectivement, ces jeunes-là n'ont rien à faire, pourquoi, comment ça se fait, savoir d'où vient le problème. Et ça, c'est un travail colossal. Et c'est un travail que c'est bien, heureusement qu'il y en a qui pensent quand même à le faire. Hein, c'est bien qu'il y ait un début, une prise de conscience. Parce que nous, la réalité, on la vit tous les jours. Malheureusement, notre parole à nous, elle n'a pas le même poids qu'un politicien. On parle de policiers face aux justiciables. Ben, moi, j'ai envie de dire, policiers, État contre habitants des banlieues. Est-ce que c'est ça le vrai problème, en fait? C'est pour l'instant tout ce que j'ai à dire. Donc, je te passe le micro si tu veux terminer, compléter. Alors bonjour, désolé moi aussi pareil pour le retard. Moi juste pour rebondir sur ce que Mickaël vient de dire, simplement c'est au-delà de ça, moi le récépissé serait juste une conséquence. Juste pour dire que pour moi, au-delà du fait de dire que voilà ils s'occupent pas, ils ont rien à faire, ils font ça. Moi, je dirais simplement, c'est quelle place on leur accorde. Si moi, je sais quelle est ma place dans la société, qu'est-ce que je peux apporter à la société, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire et à faire. Si moi, je ne sais pas et que je suis laissé un peu livré à moi-même dans un monde qui est trop grand pour moi et trop dur à comprendre, où je ne connais pas les règles, je ne comprends pas les règles, effectivement, il me paraît incompréhensible et la réponse que je vais apporter peut être aussi floue et brouillon. Donc moi, clairement, c'est quelle place leur expliquer, comment est-ce que je peux être acteur dans ma vie, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que la vie peut m'apporter également. Là, je me sens utile et donc j'ai autre chose à proposer qu'un flou artistique, j'ai envie de dire. Donc voilà, juste pour compléter ce que Mickaël disait, parce que je le rejoins complètement là-dessus, et simplement donner à chacun sa place. Parce que clairement, dans les banlieues, l'image qu'on nous renvoie, l'image que l'État nous donne, l'image que la France nous donne, bah, c'est un zoo. Nous sommes un zoo, les gens peuvent venir voir, se divertir et voir des choses bizarres, etc. si on veut. Mais en fait, les gens qui vivent là-bas sont comme vous. C'est des êtres humains à qui la place n'a pas forcément été peut-être clairement expliquée. On n'a pas toutes les règles du jeu. On n'a pas les mêmes dés. Donc c'est un peu, qu'on le veuille ou non, c'est pas forcément se victimiser. C'est dire un fait, c'est une chose qui est réelle. Quand on arrive, on n'a pas les mêmes parcours. On a des richesses, comme on a aussi des défauts comme partout. Et à un moment donné, il faut qu'on se mette d'accord, mais ça ne sera pas sans nous. On est les premiers concernés, on sait de quoi ça parle, on sait quels sont, quels problèmes on voit, quels problèmes sont perçus. Il faut qu'effectivement une table ronde avec tout le monde et pas que les personnes concernées soient exclues de la table. Parce que le récépissé, pour moi, c'est juste la face visible de l'iceberg. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est aux politiques, parce que c'est eux qui mettent en place des idéologies, de définir des règles où tout le monde serait inclus et pas des personnes qui soient exclues indirectement. Parce que liberté, égalité, fraternité, c'est une chose, c'est bien écrit, on le voit partout. Maintenant, il faut l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut que tout le monde soit concerné et touché par ça. Voilà, pour ma part. Non, tu veux rien dire? Non. Voilà. Non, mais allez-y, rebondissez maintenant un peu sur ces éléments-là, quoi. Moi, je suis plutôt des cultures, Eric, on s'est rencontré beaucoup de fois dans des manifs, des cultures autogérées que des cultures institutionnalistes. Donc, mais si j'en suis réduit à ça, on se connaît beaucoup, si j'en suis réduit à finalement vous croire en me disant il faut qu'on y aille, ce que je vais avoir 40 ans dans 2 mois, depuis l'âge de 14 ans, je suis... en plus, moi, je suis militant, donc j'ai une grande gueule, je suis surdiplômé, je connais les techniques, je sais de quoi il s'agit. Mais même moi, jusqu'à présent, la dernière fois que j'ai été contrôlé, j'étais avec mon stagiaire, qui est tout blanc, qui était choqué. J'étais avec mon stagiaire. Et je sortais d'un rendez-vous où je venais de signer un gros contrat, on était contents, et j'ai été contrôlé. Donc, si j'en viens à ça, c'est que je sais bien que le récépissé de contrôle, ça sera quelque chose de tout petit. Mais pour moi, c'est une logique victorieuse que je vais installer. Nos grands frères, nos parents, nos grands frères se sont trop battus sans jamais gagner. Et ça a déçu beaucoup de monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de venir lutter. Nous, quand on a commencé à prendre des vidéos, si on n'avait pas montré que grâce à ces vidéos-là, il y a des sujets qui sont sortis. L'agression de leurs frères, s'il n'y avait pas eu des réflexes. En fait,
quand on a commencé à voir ces victoires-là, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et donc, moi, ce que je cherche aujourd'hui, c'est quelles sont les alliances qu'on est capable de créer dans ce pays entre vous et nous, vous les députés, hein, pas vous, voilà. Parce qu'il y a la députée Obono, si je dis un truc tout à l'heure, on va me taxer encore d'autres choses. Entre vous et nous, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble comme dynamique collective pour gagner le petit bout des gras qui nous permettra de dire qu'en fait, on peut quand même gagner là-dedans. Parce que si on ne gagne rien, mettons que mandat de Hollande, on n'a rien gagné alors qu'on y avait cru. Mandat de Macron, on n'a rien gagné. En fait, ça sera normal que les gens ne se battent plus. Parce qu'on ne gagne pas. Quand tu es noir, quand tu es maghrébin, face à un policier, tu ne gagnes jamais. Tribunal de Bobigny, 100% des fois, un jeune contre un policier, le jeune est condamné. Donc, si vous, les députés, vous nous permettez de gagner sur un bout de papier opposable, ça, nous, on s'en servira, en tout cas, nous autres militants, on s'en servira pour aller les embêter dans les gares, donner un papier, et ça sera une autre paire de manches. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça permettra justement, moi, je suis allé dans une audition à la justice, j'ai dit que 99% des contrôles aboutissaient à rien. L'avocat des policiers dit, comment vous le savez? J'ai dit, mais prouvez-moi le contraire. Il n'a jamais su le faire. Il n'a jamais su le faire. Et donc, ça nous permettra de pouvoir opposer le fait que dans une gare, 99% des gens contrôlés sont noirs ou maghrébins. Et ça, avec un récépissé, on pourra le... Mais après, je ne crois pas que ça change quelque chose. On sait que le problème, il est beaucoup plus profond que ça. Mais gagnons quelque chose. Et moi, là-dessus, je suis vraiment déterminé à gagner quelque chose. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de continuer à nous battre, en fait. Parce que sinon, moi, je me barre. Hein, je fais comme tout le monde. Hein. Voilà, San Francisco, et puis on n'en parle plus. Hein. Alors moi, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que si je prends mon avis personnel, le récépissé me paraît tout à fait insuffisant, presque superfétatoire, enfin voilà, quelque chose qui ne règle pas les problèmes de fond, loin de là, et vous avez parfaitement raison dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Enfin, mais je crois qu'effectivement, il est nécessaire peut-être de passer par ça d'abord, c'est-à-dire que c'est peut-être ça qui va enclencher quelque chose, qui va faire comprendre qu'il y a vraiment un problème de fond qu'il va falloir régler. Alors, en plus, on est quand même dans une situation, et vous l'avez dit les uns et les autres, où on a quand même un appareil d'État complexe, justice et police, qui est extrêmement répressif. Dernier exemple, même si je n'exerce plus mon métier d'avocat depuis quelques mois, ce qui s'est passé par exemple devant le lycée Bergson, où le policier s'était filmé, casse le nez du gamin qui était devant lui, et qui, à la barre, explique qu'on a truqué les vidéos. Faut quand même le faire. Hein. Je veux dire, ça va très loin. Voilà. Et le deuxième gamin s'est fait condamner avant-hier, ou il y a 3 jours, je ne sais plus, devant le tribunal pour enfants, à une peine quand même assez lourde, c'est-à-dire que sa parole n'a absolument pas été retenue. Donc il y a une vraie difficulté et un déséquilibre entre la parole des citoyens, et qui plus est, quand elle est colorée, pardonne-moi d'utiliser ce terme, ça n'est pas du tout péjoratif, mais c'est la réalité. Et la justice elle-même est dans ce fonctionnement-là. Pas tout le temps, mais souvent. Et on a vu quand même un certain nombre d'exemples. Donc c'est pour ça que le récépissé, je crois qu'il faut vraiment y aller, mais qu'il faut aussi se poser, ce que je disais tout à l'heure, la question de fond. Pourquoi des contrôles d'identité? Pourquoi avons-nous besoin d'être en permanence contrôlés? Qu'est-ce que cherche la police? Des délinquants. Alors à ce moment-là, ok. Mais il faut qu'il y ait un acte de délinquance. Et si c'est simplement se faire contrôler pour se faire contrôler dans la rue, c'est pas admissible. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut revenir à cette histoire de... Je suis un peu monomaniaque, mais bon, de mon article 78.2 du Code pénal, qui laisse l'ouverture... Ça, c'est le côté avocat, ça. Oui, c'est mon côté avocat, mais j'y peux rien. 30 ans de métier, qu'est-ce que tu veux, ça ressort. Hein, bon. Non, mais c'est vrai que c'est... Pourquoi les contrôles aléatoires? Ça laisse la porte ouverte absolument à toutes les possibilités, puisqu'un policier, il est couvert
la réquisition du procureur, il dit, moi, je contrôle, article 72, je suppose qu'il se passe quelque chose. Et hop, je contrôle, et je contrôle, et je contrôle. Donc, au moins, le récépissé aura, même si ce n'est pas suffisant, au début, l'utilité de marquer quelque chose. Je crois qu'il faut le faire. Voilà. Même si, au fond de moi-même, je pense que ce n'est pas suffisant. Mais il faut commencer par ça. Enfin, c'est ce que je pense. Pardon, excuse-moi. Je précise. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le récépissé. Je ne dis pas qu'il faut abandonner ou ne pas y aller. Au contraire, je dis que ce sera un bon début. Et j'espère que ce ne sera pas une fin en soi, en fait. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et il faut bien un début. Et si ça commence par le récépissé, mais c'est une très bonne chose. Et je suis à fond derrière vous, avec vous. Donc voilà. Ah, pardon. Oui, j'étais en train de rechercher dans une chose qu'on nous a dit ce matin. Je voulais vous faire réagir par rapport à ça. C'est pour ça que c'était pas que je faisais pas attention au débat, mais c'est sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 2016, c'est-à-dire sur le cas de jeunes à la défense, avec un appel, c'est-à-dire que 5 des jeunes ont gagné sur 13. Hein, dans les éléments qui permettaient, donc c'était des jeunes qui avaient été contrôlés, si je ne me trompe pas, et c'était cette jurisprudence de la Cour de cassation où il y a la question de la charge de la preuve inversée. Hein. Je voulais un peu vous faire réagir là-dessus, parce que vous n'en avez pas parlé. Je voulais savoir si c'était un élément qui vous semblait important, alors notamment peut-être toi, Dominique, en tant qu'avocate, mais important dans l'argumentation. Est-ce que ça sert? Est-ce que ça peut servir concrètement, par exemple, dans des cas précis aujourd'hui qui arrivent? Est-ce que quelque part ça peut être mis au devant? Enfin, je voudrais avoir un peu le retour là-dessus. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait eu des avancées juridiques, c'était à ça que je pensais, parce que je crois quand même que c'est la première fois qu'effectivement, sur ce sujet-là précis, il y a eu la reconnaissance de l'existence de ce fait, et par la plus haute autorité judiciaire, parce que la Cour de cassation, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, je pense qu'il faut s'appuyer dessus. Et je crois que c'est un élément fondamental. Et voilà, je crois que c'est l'utiliser, s'en servir, le prendre comme base, c'est absolument nécessaire, parce que c'est exactement ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que là, il y a eu, à l'évidence, la démonstration que les contrôles n'étaient pas justifiés par une raison matérielle évidente, mais que c'était bien sur un contrôle discriminatoire, etc. Et donc là, vraiment, utilisons cette décision, elle est fondamentale. C'est ce que j'avais dit tout à fait au début, sans citer précisément l'arrêt de la Cour de cassation, mais c'est ça que je veux dire. C'est reconnu maintenant officiellement, de manière, oui, très claire, et je crois qu'il faut vraiment l'utiliser. Est-ce que tu as l'impression que les avocats s'en servent assez dans les cas où... Je pense que de plus en plus, ils s'en servent. Quoique, ça a été lent à se mettre en place, parce que c'était pas quelque chose qui était intégré. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais c'était tellement banalisé, le contrôle d'identité, qu'on n'y faisait même plus attention. Et c'est ça qui est terrible. Et y compris les professionnels du droit, qui l'avaient complètement intégré dans leur fonctionnement. Et alors, maintenant, je crois que... Alors, il y a des confrères qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, qui ont commencé à faire ressortir. Et je crois que maintenant, ça va de plus en plus loin. Mais je constate aussi que beaucoup de mes confrères ne se sentent pas... non pas concernés, mais presque en capacité d'aborder ce genre de problème, parce que ça couvre des choses qu'ils ne... Voilà, les discriminations, les rapports à la différence avec l'autre, ce sont des sujets extrêmement sensibles, qui peuvent être quelquefois mal perçus, mais je crois que c'est aussi à nous de le mettre en avant. Et je voudrais faire une remarque là-dessus, parce que
on a été auditionné par la Ligue des droits de l'homme avec l'IGPN, qui est donc l'inspection générale de la police nationale. Il va y avoir un rapport qui va sortir au mois de janvier. Espérons qu'on va avoir des choses intéressantes dedans. Je n'en sais trop rien, mais enfin, partons du principe que la question des contrôles aux faciès ne rentre pas dans leurs statistiques. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui pour eux n'est pas un problème. Donc, vous voyez, le travail qu'il y a à faire, y compris dans des institutions comme celle-là, qui sont censées quand même contrôler leurs propres fonctionnaires. Pour eux, ça ne pose pas de problème. Donc c'est intéressant, hein, c'est inquiétant, mais c'est intéressant aussi de voir comment ils réagissent. Donc voilà, donc plus on en parle, plus on y va, et mieux ça sera. Hein. Voilà, je crois que je m'arrête parce que sinon je monopolise. Vas-y. Parce que je fais partie des associations, des collectifs qui ont mobilisé les jeunes, justement. En fait, là, c'est vraiment la stratégie victorieuse par excellence. C'est-à-dire, on y est allé pour gagner. On avait décidé de gagner contre l'État et donc de réunir les gens qui tombaient sur tous les critères, c'est-à-dire jamais condamnés, jamais eu de problèmes avec la police, qui travaillent, qui sont tous nés en France et jusqu'au bout. Et ça, c'est un. Des deux, combinaison entre les citoyens et les spécialistes. Les avocats du SAF qui nous ont accompagnés en première et en appel, puis le cabinet Lyon-Can qui nous a accompagnés en cassation, à toutes les étapes, ils ont informé les citoyens des associations. On a mobilisé. En première instance, on était à peu près 1000 devant la salle d'audience. Et ça ne donne pas du tout le même effet lorsque on est en combinaison entre les citoyens, les spécialistes du droit et face à un juge, parce qu'au lieu d'avoir 8 jeunes, quand on a 1 millier de personnes et qu'on ne peut pas laisser tout le monde rentrer, en fait, ce n'est pas plus du tout la même chose. Et la troisième chose qui a beaucoup aidé, c'est aussi, et pour moi, qui suis plutôt gauchisant, Jacques Toubon a été une vraie surprise dans cette histoire. Ça a été une vraie surprise. Pourquoi? Parce que quand le défenseur du droit vient témoigner, même moi, j'ai quasiment eu des larmes parce qu'il explique qu'est-ce que c'est et pourquoi lui, en tant que Jacques Toubon, n'a jamais considéré ces problèmes comme étant un problème parce que ça ne le concernait pas et ça ne l'a jamais concerné. Et donc, il sait que ça ne le concernera pas. Et il a fait un parcours. Dans son parcours, il n'a jamais rencontré un cas comme ça jusqu'à ce qu'il devienne défenseur du droit. Donc, je pense que créer des alliances, des circonstances, même s'il y a bien sûr des gens qui leadent, créer des alliances, des circonstances, mobiliser les citoyens, c'est ça qui a fait aussi gagner ce procès-là. Et aujourd'hui, on a un peu dans les grandes villes en France des avocats qui sont en train d'être formés à utiliser cette victoire-là. Et de plus en plus, les policiers classent avant même d'aller au tribunal quand il y a un contrôle aux faciès parce qu'ils se disent on peut potentiellement perdre. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut aussi que, parce que je pense qu'on va gagner, il va falloir que vous mobilisez aussi des avocats et on commence à en avoir un paquet quand même qui sont avec nous, qui ont défendu, que ce soit leur famille, qui ont défendu les jeunes avec lesquels on travaille, pour qu'ils viennent aussi aider parce qu'eux, ils rencontrent tous les jours, pour le coup, les avocats et les avocates rencontrent tous les jours les jeunes qui sont dans ces difficultés-là, ils connaissent vraiment le problème. Et la dernière chose, on commence aussi à avoir quelques policiers, de façon discretos, qui commencent aussi à témoigner, à nous aider, à nous donner des informations, à nous donner des trucs. Et donc là aussi, vous pouvez aussi contacter, moi j'en ai quelques-uns. Oui, merci. Moi, j'avais une question parce que lors des débats parlementaires, on avait déjà commencé à poser cette problématique, donc, notamment dans la loi sécurité intérieure, mais également lors du budget sur la question police, sécurité, sûreté, en demandant ne serait-ce qu'un rapport d'information parlementaire. Et un des arguments qui nous a été rétorqué concerne le fait de la mise en place des caméras
policiers, voilà. Et donc voilà, comme quoi ce serait ça, avec en plus la police de sécurité au quotidien qui réglerait les problèmes. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je sais que sur cette question-là, ça a été introduit dans le débat comme une manière depuis déjà quelques années pour ne pas mettre en place le récépissé. Et puis on sait aussi dans les expériences dans d'autres pays que c'est pas ça qui permet d'empêcher les contrôles et puis ni les violences. Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus? Réagir, Michael? Ouais. Oui, Si, t'as l'air. c'est intéressant parce que je vois bien la réaction. Non, parce que nous, en fait, je souris parce qu'on nous a proposé, à nous, que ce soit Théo qui a inauguré ce dispositif. D'accord, donc déjà pour commencer. Après, ce qu'il faut préciser, de ce que j'ai compris, c'est des caméras que le policier enclenche. Absolument. Donc déjà, il y a un problème. Tout de suite, d'entrée de jeu, il y a un problème. Donc il enclenche et il arrête quand il veut. Donc je vois mal un policier qui va enclencher quand il est sur le point de faire n'importe quoi. Déjà, après, bon, je ne mets pas tous les policiers dans le même sac. Mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, il y en a 99,9% qui étaient quand même assez bizarres. Sur ce problème-là, qu'on se serve de ça pour dire que non, il ne faut pas mettre de récépissé après un contrôle de police, bon, c'est vraiment être à court d'arguments, quoi. C'est vraiment... c'est dommage. Aujourd'hui, ce qui a sauvé Théo, ce n'est pas les caméras de la ville, hein. C'est les caméras d'un téléphone portable. Parce que les caméras de la ville, j'ai eu beau regarder 10 fois, je ne sais pas comment ils ont fait pour voir une matraque. Tout était noir et blanc. Donc je ne sais pas comment ils ont fait pour voir. Mais bon, je ne dis pas que ce n'est pas utile, hein. C'est bien. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ne pas dire oui, mais nous, c'est pour dire nous, on a fait, au moins on a essayé. C'est toujours ça le problème. Concernant le fait que ce soit filmé par des policiers, encore une fois, moi je suis désolé, je ne suis pas contre tout ce qui est mis en place, mais je suis juste réaliste. C'est filmé par des gens de la police, ça peut disparaître à tout moment. On ne sait pas où sont les images, elles ont disparu. Ça, encore une fois, ça appartient à la police. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit des gens extérieurs. Qu'on vous sollicite pour aller filmer les policiers en mission, ce serait plus crédible. Qu'on donne aux policiers le contrôle en plus d'allumer la caméra quand ils veulent, pour après se servir des images et en faire ce qu'ils veulent au final. Parce que oui, on parlait d'images trafiquées, là pour le coup, ils pourraient en faire ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas de crédibilité en fait. Il n'y a pas de crédibilité dans cette proposition-là. Pour revenir sur la police, sécurité au quotidien, ça, alors bon, c'est le retour de la police de proximité, on a changé de nom, c'est bien. Une vieille voiture, on a remis de la peinture. Aujourd'hui, cette police, pour moi, c'est mon point de vue personnel. Ça reste la police. Ça reste la police. C'est-à-dire que l'IGPN, police des polices, ça reste la police. Comme mon petit frère, il a très bien dit, moi, son grand frère, si moi je suis l'IGPN et lui c'est la police, je ne vais pas aller tuer mon petit frère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que mon travail, quand bien même j'essaie de le faire de la manière la plus, on va dire, la plus droite et juste possible, ça restera mon petit frère. Donc il y aura toujours ce côté police. Et il y a, comment ils disent, le corporatisme qui est très 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 fort dans ce corps de métier-là, qui est toujours là. Donc le problème, il restera le même tant que ce sera de la police. Appelez ça comme vous voulez, mettez-nous de la police de sécurité au quotidien. Je suis désolé, pour nous, ça reste de la police. Même s'ils viennent jouer au football avec nous, au basket, ça restera de la police. Donc nous, on va jouer, mais on va jouer contre la police. Et on va jouer d'une certaine façon. Si on joue contre nos amis, on ne joue pas de la même façon. Là, on va jouer contre la police. Donc si on a moyen de régler nos comptes sans armes, sans quoi que ce soit, sans risquer de la prison, sans quoi que ce soit, ben on va y aller, on va jouer au foot. Mais ça reste la police en face. C'est ce que je veux qu'on comprenne, c'est que ça reste la police dans la tête du jeune et de l'habitant. Il se retrouve, lui, face à l'État. Et comme c'est l'État qui le met dans cette situation-là, ben, il va se comporter d'une manière étrange. Donc qu'on nous dise... Je ne vais pas aller trop loin parce que moi, je pourrais parler des heures sur la police de sécurité au quotidien et dire ce que j'en pense. Mais bon, les caméras, ce n'est pas crédible. Et la police de sécurité au quotidien, bon, ben, peut-être qu'aujourd'hui, je parle, mais demain, ce sera très efficace. Mais bon, j'ai mis quelques réserves pour ma part. Après, je ne sais pas qui... Sur les caméras, le ministre de l'époque, M. Cazeneuve, nous avait dit qu'il ne pouvait pas mettre en place le récépissé. Nous, on avait fait une campagne. Hein. Vous vous rappelez, ils avaient fait une loi où les citoyens pouvaient participer. Les citoyens pouvaient participer à fabriquer la loi de la sécurité. Nous, on était terminé, on avait fini premier sur le récépissé.
Et en plus, on savait qu'ils allaient nous blackbouler. On l'a fait à la dernière minute, c'est-à-dire à la dernière minute de dépôt. On a déposé le nôtre. On n'a pas fait campagne jusqu'aux derniers 3 jours. On a fini premier. Ils ont éliminé, ils nous ont éliminés, ils ne nous ont pas retenus, sans aucune explication. 2, le ministre, quand il a été harcelé par Pouria Amer Chahi, du coup en plein air, il a utilisé l'article 50 pour dire que ça coûtait trop en bic et en papier. Vous vous rappelez de cette campagne « Un bic pour un flic », c'est nous qui l'avons faite. On a fait une campagne, un bic pour un flic. On a mobilisé beaucoup de stylos qu'on a livrés dans les commissariats. Les gens, ils sont allés individuellement apporter des stylos pour dire il paraît que vous n'avez pas de stylos. Et c'est la même semaine qu'on nous annonce qu'on paye les caméras. Vous savez combien de stylos et de carnets ça fait, une caméra? Nous, on a calculé, on leur a facilité la tâche. 1500. C'est-à-dire 1500 policiers pourraient être équipés d'une fiche pour faire des récépissés et des stylos suffisants. Donc les gens, les mêmes ministres, le même gouvernement, les mêmes gens, les mêmes policiers autour de la table qui nous disent il n'y a pas d'argent, s'il vous plaît. Vous comprenez, nous sommes en récession, le pays va mal, ça coûterait trop en stylo et en carnet. Ils nous sortent des caméras. Juste parce que, en fait, c'est un truc qui les arrange. Nous, on leur a proposé dans l'audition, on leur a dit, on peut faire un hackathon, fabriquer des lignes de code qui permettent de déclencher les caméras de façon aléatoire. Ils nous ont dit, non, ça serait trop compliqué. Nous, on va le faire, si vous ne savez pas le faire. Nous, on va le faire. Donc, en fait, cette histoire des caméras, franchement, c'était peut-être pour placer un ami qui vendait des caméras. Mais franchement, ça règle quoi dans ma vie? Quand je suis contrôlé, le mec, excusez-moi du terme, quand il te traite de fils de pute, jamais il fait en sorte qu'il y ait un témoin. Donc, imaginons qu'il y a un mec qui fait ça et il allume sa caméra. Naturellement, je réponds. Et moi, je vais être filmé et lui, non. Et tout ça, c'est des choses qui sont déjà, ils le font déjà. Quand ils nous attrapent, ils t'entourent, ils insultent, et après, ils t'emmènent pour rébellion. En fait, déjà, ils le font. Donc, pour moi, franchement, il ne faut même pas vous laisser endormir par ça. Nous, on peut vous envoyer des éléments sur toutes les auditions qu'on a faites sur les stylos. Ils nous ont raconté des bobards. Et sincèrement, aujourd'hui, on ne peut plus se laisser berner par ça. Les pays les plus sécuritaristes, l'Angleterre, récemment le Luxembourg, sont en train de mettre ça. La Suisse, tout le monde se moque de la Suisse. Il y a un mois, ils ont mis en place le récépissé de contrôle. Ils ont estimé qu'en fait, ce n'était pas correct que les policiers puissent contrôler les gens et ils ne laissent aucune trace. En France, on nous explique que c'est trop compliqué, c'est trop cher. Non mais attends, il y a même pire que ça, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre des dernières auditions qu'on a faites avec des syndicats de policiers, le récépissé, qui visiblement serait donc une charge de travail supplémentaire pour les policiers et donc qui n'est pas très bien vu par eux, se ferait maintenant avec des tablettes, ce qui n'est pas non plus donné. Parce que ça veut dire que c'est peut-être plus facile de saisir sur une tablette, quoique je n'en suis pas forcément certaine, mais ça se ferait avec des tablettes donc que les gens auraient les policiers auraient sur eux, etc. pour pouvoir. Donc on rentre un peu dans une espèce de délire, mais enfin un truc un peu incompréhensible. Mais oui, du délire, voilà, bon, disons-le comme ça. Bon, je voulais dire 2 choses. Sur l'IGPN, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, il y a 1 mois et demi, il y a eu une grande réunion organisée par le Défenseur des droits avec l'ensemble des représentants des polices de tous les pays qui ont été concernés par les attaques terroristes récemment. La Grande-Bretagne, la Belgique, etc., l'Espagne, enfin bon, bref. L'IGPN est la seule structure non indépendante. Ce n'est pas une autorité indépendante, c'est une structure qui dépend du ministère de l'Intérieur. Quand on leur pose la question à l'IGPN, ils répondent, mais c'est notre expert. On ne peut pas se faire contrôler par des gens qui ne connaissent pas comment on fonctionne. Je vous donne l'argument. Après, on en fait ce qu'on veut. Donc, il y a ça. Donc, c'est pas gagné. Mais je pense que c'est un combat aussi à mener, de faire en sorte que l'IGPN soit indépendant. Ça me paraît tout à fait nécessaire. Et quand on avait fait le bilan
ce que vous disiez tout à l'heure, des répressions au moment à la fois des manifestations loi travail et aussi de la mise en place de l'état d'urgence, etc. L'IGPN, très fièrement, nous avait sorti qu'ils n'avaient eu que 6 dossiers, alors que le défenseur des droits disait qu'ils avaient été saisis de plus de 100 dossiers. Donc ce n'était pas 2 dossiers de différence, c'était de 6 à 100. Donc voilà, donc il y a ça. Et dernier point, réfléchir aussi et se poser la question, concernant les contrôles d'identité aussi, sur la formation des policiers. Les policiers ne sont pas formés, ils n'ont pas de formation juridique, ou très peu. Ils ont 1 heure de temps en temps de formation juridique, c'est absolument insuffisant. Et ça aussi, c'est une question de fond. Voilà, on ne va pas refaire le monde sur la police, mais voilà. Toutes les considérations sont utiles pour nous en termes d'argumentaire, mais il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais voir. C'est pour clore le dossier vidéo, est-ce que vous êtes tous d'accord que c'est en aucune manière une voie de compromis possible? Vous êtes tous d'accord avec ça? D'accord. Sur la question justement de l'IGPN, est-ce que vous pensez que dans un projet de loi, ça pourrait être un article ajouté à un projet de loi sur la question du récépissé? Est-ce que tactiquement, ça serait judicieux et si ça l'est, sous quelle forme ça pourrait se faire, à votre avis? C'est-à-dire avoir une instance indépendante sur laquelle... C'est juste le communicant qui parle. Stratégiquement, commission parlementaire, mixte, parlementaire et ANCO. Pourquoi? Parce qu'auprès des citoyens, on pourra le faire passer sans problème. Si on dit, on aimerait bien qu'il y ait des parlementaires et qu'il y ait des spécialistes du droit, donc mettons un ou une parlementaire, un ou un juge, ainsi de suite, les professionnels du droit, les avocats, et n'allons pas tout de suite jusqu'aux associations de quartier parce qu'ils vont fuir. Mais par contre, si vous dites commission indépendante, effectivement, la question de l'expertise qu'on nous sort souvent, vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas comprendre comment ça fonctionne, la police, c'est assez complexe, ça, ils vont nous le sortir. Mais le seul argument qu'ils ne pourront pas sortir, c'est de dire que les députés ne comprennent pas. Ça, ils ne pourront pas le faire. Si on dit, on aimerait bien que ça soit une commission dans laquelle il y a des parlementaires et des spécialistes du droit. Là, je pense qu'en termes de communication, ils n'auront pas beaucoup d'arguments. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas... C'est quand même le lobby le plus puissant ici, hein, celui de la police. Non, j'ai pas de proposition très très claire, si ce n'est pour moi un renforcement une place du juge qui devrait être prépondérante et garante de retour aux fondamentaux et à la place du juge garant des libertés et donc de la justice et de l'indépendance des enquêtes. Mais je suis pas complètement convaincue de la place du parlementaire dans ce genre d'instance. C'est-à-dire que pour vous, ça serait quoi? Une juridiction spéciale? Ça serait quoi? Que je comprenne un petit peu. Qu'est-ce que ça pourrait prendre comme forme au lieu de la police qui se juge entre elles? Une autorité indépendante, c'est regardez un peu comme le défenseur des droits, d'une certaine façon. C'est-à-dire quelqu'un d'abord qui ne dépend pas de la police, qui ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, qui n'y ait pas une hiérarchie, qui ne soit pas avec des comptes à rendre. Je veux dire, la personne qui est aujourd'hui à la tête de l'IGPN est une dame fort sympathique, qui est commissaire de police, qui a fait toute sa carrière dans la police et qui est complètement policière. Après, on ne peut pas dire que sous prétexte qu'elle est policière, elle a tous les défauts du monde, mais je veux dire, elle est quand même dans une structure de fonctionnement policière. Donc voilà, et je pense qu'il faudrait... alors, il y a des exemples, là, je ne les ai pas sous la main, mais je pourrais éventuellement vous fournir sur le rapport du défenseur des droits, là, sur le truc de Strasbourg, ce qui se passe dans les autres pays, où il y a effectivement... alors, ils sont... Effectivement, il y a beaucoup qui sont sous le contrôle de l'autorité judiciaire plus que sous le contrôle de l'autorité administrative. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Voilà, effectivement. Et avec des comptes qui sont rendus régulièrement.
et des saisines beaucoup plus faciles, parce que là, on nous dit qu'aujourd'hui, c'est très facile de saisir les GPN, on est d'accord, il suffit d'aller sur Internet, on remplit son truc, c'est parfait. Mais après, la manière dont est géré le dossier en interne devient complètement opaque, en tout cas pour les citoyens, et on a l'impression que les dossiers partent on ne sait où et n'ont pas de suite. Et ça donne aussi le sentiment réel, je pense, de l'impunité. C'est-à-dire que la police, elle peut faire ce qu'elle veut, et c'est très rare quand elle est poursuivie. Voilà. Vous avez eu affaire à eux? Moi, personnellement, je n'y ai pas été. Je les ai vus parce qu'ils sont venus dès l'agression de Théo. Dans la nuit, ils étaient à l'hôpital, alors qu'il était encore dans les vapes pour prendre sa déposition. S'il y a un problème clair, nous, on a eu affaire à eux. Le dossier, comme vous venez de le dire, on ne sait pas ce qu'il en est. Le dossier, on ne sait pas où est-ce qu'il passe. Après, voilà. Ma soeur, elle a été carrément dans leurs locaux, donc elle pourra vous expliquer clairement comment ça se passe et quelles sont leurs méthodes aussi. Mais juste pour revenir sur ce qui a été dit, faudrait que ce soit des gens indépendants de la police. Il faudrait des spécialistes du droit, vraiment. Des avocats, des juristes, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'institution policière. Des personnes qui ont l'habitude de défendre des victimes, des personnes qui ont l'habitude de défendre des accusés, des personnes qui ont cette justice, qui portent la justice, en fait. Ces personnes-là, qui n'ont pas de parti pris. Et la police, ce que je disais, c'est que la police, quand il faut faire un travail dans une histoire policière, c'est des policiers qui viennent nous voir, en fait. Il y a des policiers qui sont impliqués dans l'affaire de Théo, mais ils sont arrêtés par des policiers. Donc, d'entrée de jeu, c'est bizarre. Ouais, il faut qu'il y ait, comme on dit, une cassure vraiment, que voilà, la police, à un moment, ait ses limites et se dise, oulala, là, j'ai vraiment quelque chose au-dessus de ma tête. Parce que là, j'ai l'IGPN, on a le même uniforme. En fait, ils ne peuvent pas venir nous casser trop, parce que sinon, c'est toute la police qu'on remet en question. Et en France, remettre la police en question, c'est dire, oulala, ça fait peur, par contre, de se dire, on a un problème avec la police. J'ai jamais entendu, moi, à part là, récemment, un procureur qui a dit, j'ai honte de la police française. Mais sinon, j'ai jamais entendu ça de la bouche d'un représentant d'État. Oh, on a un problème avec la police. Il y a un réel problème avec la police. Il y en a même plusieurs, formations et autres. Donc, pour revenir sur l'IGPN, si ce n'est pas des avocats, des spécialistes du droit qui portent la justice tous les jours et qui ont ce, on va dire, qui ont ce truc pour rester juste et rester, voilà, il faut être juste, ça va être compliqué. Parce qu'il ne faut pas, des parlementaires, après ça dépend, on va dire oui, attention, il est de quel parti, c'est compliqué. Or, l'avocat, on ne peut pas dire il est de droite ou il est de gauche. Un avocat, il représente la justice, voilà, en principe. Après, bon, chacun ses convictions. Mais en tout cas, ils ont cette neutralité, hein, à la base, ils l'ont. Donc je pense que ce serait plus dans ce sens-là qu'il faudra aller. Mais c'est mon point de vue. Tiens, pour l'IGPN, moi, pour ma part, déjà, l'IGPN, au départ, c'était juste c'est lointain. Depuis l'affaire de mon petit frère, en fait, tout ce qui se passe, c'est que tout ce qui était lointain devient très proche. Je me souviens, le jour où le jeune qui va me dire que Théo était embarqué, je vais au commissariat, je préviens tous mes frères, et automatiquement, dans ma tête, je pars pour porter plainte. Je sais que Théo n'a absolument rien à voir, je suis convaincu, je connais pas la gravité des faits. J'arrive dans le commissariat, y a un de mes frères qui est arrivé avant moi, qui m'a dit qu'il est parti à l'hôpital. Donc moi, je vais quand même rentrer pour aller porter plainte. Donc j'arrive à l'accueil remonté parce que tout ce que je sais, c'est qu'on a tabassé Théo. C'est tout ce que je sais comme information. Et le monsieur qui est à l'accueil, heureusement qu'il ne rentre pas dans mon jeu, parce que moi j'arrive en fait avec la peur, tout ça, et il est calme, il me dit oui, vous portez plainte. Il me dit tenez, l'IGPN. Il me tend une carte. Comme on tend une carte en fait à une personne qui vous dérange, l'administration, paf, allez là-bas et fais la queue, tu verras. Je prends ce numéro-là. Il ne pensait pas qu'on allait vraiment aller aussi loin et que l'affaire était aussi grave, parce que nous, on fait nos petits boucans en arrivant. Quand mes frères arrivent, donc le premier rapport, c'est carte IGPN. Second rapport, c'est le lendemain, matin à 7h, quand la commissaire nous appelle pour nous dire qu'effectivement, l'affaire leur a été retirée. Parce que voilà, c'est très grave, ce que votre frère avance. Mais qu'est-ce que Théo leur a dit pour qu'ils soient complètement paniqués? On ne comprenait absolument rien, on était comme des idiots, des ignares. Et c'est à 5h que moi, j'apprends en fait la gravité des faits. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui vient me voir. On m'explique que Théo a été auditionné plus de 9h, parce qu'il arrive le soir, il est dans les vapes, on l'interroge. Le gars qui l'interroge, c'est le monsieur de l'IGPN, monsieur Raffin, je me souviens. 3h, je me dis Théo n'a pas d'avocat. Où est l'avocat? Parce que l'avocat qu'on avait appelé ne venait pas. Et nous, comme on est des bleus dans l'histoire et qu'on ne connaît pas, on n'a pas affaire à la justice d'habitude, on est là, on ne comprend pas, on fait mais attends, il est tout seul, on ne sait pas, c'est très grave, etc. Et ce monsieur sort et il vient, et je rappelle, il serre la main à toute ma famille, il arrive à moi, je dis je ne vous serre pas la main.
tant que je ne sais pas ce que vous allez faire, c'est à la fin de la partie que moi je vais vous serrer la main. Parce que là, je ne sais pas ce que vous allez faire. Mon frère, il a parlé pendant longtemps. On ne sait pas ce qu'il en sera au final. On entend à la télé les infos peu de temps après pour dire que voilà, il serait sur la piste de l'accident. L'accident qui est favorisé, etc. Je suis dans la chambre, je suis avec Théo qui en même temps il fait une tête bizarre parce que finalement il est en train de se livrer, il est en train de s'exposer pour entendre parler d'accident. Alors qu'il lui, honnêtement, il est en train de se livrer. Donc on est là. Et après j'entends que je suis convoqué par l'IGPN aussi. Je ne suis pas concerné par l'affaire, donc je vais au bureau de l'IGPN. J'arrive, tous les regards qui se tournent vers moi, c'est moi la criminelle. Qu'est-ce que tu as fait à l'un des nôtres? Moi, c'est l'impression que j'ai, ça reste mon ressenti à moi. Les choses ne sont pas en place. Si dans une école, il y a un professeur qui est pédophile ou je ne sais pas quoi, je ne vois pas tous les professeurs se mettre en ligne derrière lui pour le soutenir. À un moment donné, il y a un problème. J'arrive dans le bureau de la police, c'est moi qui me sens, entre guillemets, mal à l'aise. Pas mal à l'aise parce que non, je les vois en train de me regarder, ils me dévisagent. Je dis, il y a un souci. J'arrive, moi pareil, quand je rencontre le monsieur qui était venu à l'hôpital, je regarde, je dévisage aussi. On a déjà le rapport qui parle d'accident. Il me dit, vous inquiétez pas, pourquoi vous êtes comme ça? Je lui dis clairement, votre travail qui a été fait pendant tout ce temps, vous avez travaillé avec mon frère pour en conclure à un accident. Avec tous les éléments que vous avez, images comprises, dossier médical, quel est votre travail? C'est quoi votre travail? Tout ce temps-là pour dire ça, excusez-moi, clairement, je ne suis pas du tout en confiance. Il m'explique en sous-marin que voilà, lui pense qu'ils seront condamnés. Ça ne sert à rien de me le dire dans les bureaux en secret. Ce qu'il faut, c'est aller le dire devant les caméras. Parce que votre conclusion, ce n'est pas celle que vous êtes en train de me dire dans les bureaux. Donc moi, personnellement, mon rapport à l'IGPN, il est très simple. Ça rejoint ce que vous dites. Peut-être que d'autres ont une autre expérience, mais pour ma part, celle que j'ai, c'est aucune crédibilité, aucune confiance. Et ça reste un organe de l'État. Ça reste un organe étatique pour moi parce que moi, mon rapport en tant que citoyen avec ce que j'ai comme cadre, ce n'est pas un cadre où je suis dans la confiance du tout. Parce que si on vous confie les choses telles qu'elles sont et que vous les modifiez, et qu'avec tout ce qu'on a donné, on a ça comme réponse, je suis désolé, pour moi l'IGPN, ça reste, en fait, c'est une couverture, c'est du maquillage. Les caméras, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Le problème, il est de fond. Il faut respecter la fonction, il faut respecter son uniforme, il faut respecter son métier. Si chacun n'est pas sérieux et qu'on ne respecte pas les fonctions qu'on nous attribue et que nous aussi, clairement, la police n'est pas formée, est-ce qu'on va en vouloir à la police? Si on ne commence pas à les former, à un moment donné, il y a un problème. Donc l'IGPN, à un moment donné, ça sert à quoi? Ça sert à qui? Pour l'instant, moi, dans ma place de citoyen, ça ne me sert pas à moi et ce n'est pas à eux que je vais penser si j'ai un problème au départ. Très clairement. Donc j'ai absolument aucune confiance dans ce qui a été dit, comment ça a été fait, tout simplement. Après, d'autres personnes ont d'autres rapports, mais moi, le mien, il s'arrête là. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Non, juste rajouter sur la forme que ça pourrait prendre. Enfin, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fait que ça devrait être de l'ordre du judiciaire et peut-être d'une juridiction spécialisée ou je sais pas, mais qui devrait, à mon avis, être en charge de rendre des comptes et de rendre justice aux justiciables, mais aussi de rendre des comptes au public, à la société, rendre des comptes aux parlementaires, que les parlementaires, que la société puisse se servir de statistiques précises et travailler ensemble et servir à l'évolution et à la construction d'un système de police qui fonctionne et qui soit... voilà. L'autre élément que je voulais aborder, c'était, bon, nous on va, en gros, au niveau de nos réflexions aujourd'hui, là, après pas mal de plusieurs auditions, c'est de se dire que même si on est d'accord, hein, ça ne transforme pas tout, parce que je suis d'accord sur l'idée qu'on ne va pas transformer la situation de population discriminée uniquement à travers... les récépissés. L'intérêt du récépissé, c'est qu'il y a aussi le numéro du matricule du policier et le fait que comme ça, il y a une traçabilité de ce que lui fait et également de ce que, au bout d'un moment, un policier peut faire sur plusieurs mois. Bon, donc cette personne contrôle toujours la... Enfin, il y a une traçabilité. Donc, bon, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens. Donc, on va aller là-dessus. La deuxième chose qu'on nous a dit, là, on n'a pas parlé, mais pour essayer de gagner, c'était pourquoi pas au moins essayer de faire ça en termes qui serait un peu un amendement de repli, mais d'expérimentation. Au moins de décrocher quelque chose quelque part, c'est-à-dire avancer là-dessus. Donc on va le tenter aussi, hein, je pense que parce que moi ça ressort à peu près de partout. Bon, après le troisième élément, ce que j'observe, il faut qu'on réfléchisse là-dessus, c'est de savoir si
on rajoute parce qu'il y a eu une proposition de loi au Sénat qui avait été portée par le groupe communiste qui s'arrêtait là. Donc nous, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on ajoute des articles en fait, hein, et par exemple, c'est vrai que la question de la police des polices revient sans arrêt, c'est-à-dire parce que c'est le premier élément à qui on va porter plainte quand il y a un problème. On voit bien que ça c'est effectivement un souci, donc il faut qu'on regarde ce qui est le plus efficace. Le dernier élément que je voudrais voir avec vous, c'est que ça va se dérouler le 1er février, et moi je suis sensible à ce que tu dis, c'est-à-dire pour essayer de gagner, ça ne peut pas être juste même si c'est pas ce coup-ci qu'on gagne, mais il faut que ça serve à éveiller les consciences. Donc, comment vous voyez les choses ? Comment vous pourriez vous emparer, par exemple, d'une telle proposition en termes d'association ? Est-ce que pour le supporter, est-ce que éventuellement ça pourrait être d'abord une possibilité ? Et si oui, comment est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? Là, je parle de soutien, Oui, juste oui, on va finir là-dessus. Juste en disant que, en termes de campagne et de mobilisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, du coup, la proposition de loi physiquement, on va pouvoir la sortir. Donc ça, c'est aussi un outil qui peut être diffusé, voilà, et organiser des débats autour. Donc je ne sais pas si vous avez des pistes là-dessus sur... Moi, mon métier dans la vie, c'est la mobilisation citoyenne en ligne. Ça, je sais faire. Le reste, je ne sais pas faire et ça tombe bien, il y a d'autres spécialités ici. Nous, de toute façon, en tout cas notre génération, c'est la même. Hein. On est déterminés à nous battre, à ne pas considérer que ce pays n'est pas le nôtre. Donc il est le nôtre, de toute façon on va se battre. Si c'est avec vous, c'est tant mieux pour nous tous, hein, pour vous et pour nous aussi. Hein. Si c'est seul, on le fera aussi. Donc si vous y allez, nous... En tout cas, moi, David a mes coordonnées, et puis on voit beaucoup de monde. Moi, je suis joignable et le réseau que nous avons réussi à construire l'est aussi. Nous avons mobilisé autour de la question du ticket de contrôle à peu près 50 000 personnes en ligne. Ils sont très réactifs aussi. Et oui, pourquoi pas, mais c'est quelque chose de très simple à faire. En gros... peut-être dans un premier temps, comme elle disait, organiser une espèce de table ronde avec les gens pour aussi, parce que ça aussi il faut le faire, parce que sensibiliser mais aussi valoriser les gens qui vivent vraiment la situation. C'est-à-dire organiser un colloque où il y a des gens qui viennent des quartiers, quels qu'ils soient, et qui subissent ça, plus les spécialistes, ça valorise aussi leur engagement quotidien et à partir de là, déclencher une opération en ligne, puis physiquement, autour de votre amendement, oui, pourquoi pas. Mais moi, s'il y a Internet, oui. S'il n'y a pas Internet, je laisserai mon tour passer à d'autres parce que je ne sais pas faire en fait. Je pense que dans le cadre de la plateforme dont la Ligue fait partie, ça me paraît évident qu'à partir du moment où vous nous donnez un peu de matériaux, on va le travailler et on va le faire avancer parce que c'est tout à fait dans la lignée de justement ce pourquoi on se bat depuis si longtemps. Donc au contraire, allez-y et on essaiera de faire au mieux avec les moyens de différentes associations et personnes qui sont dans cette plateforme, de le faire avancer. Mais c'est vraiment dans l'optique, voilà, de ce qu'est la plateforme. Donc ça me paraît tout à fait cohérent et voilà, je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir faire sans problème. Voilà. Je suis désolé. Oui, juste vite, rapidement, juste pour dire, autant là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser là-dessus, sur ce point-là. Et en même temps, nous, on est aussi sur la longue durée avec ces campagnes-là. Donc, par rapport à, y compris ce qui a été dit sur d'autres sujets, c'est vraiment des choses qu'on va continuer à porter. On l'a fait pendant la campagne à travers notamment nos équipes thématiques sur la question de la justice et sur la question de la lutte contre les discriminations. Donc, on avait déjà repris des choses qui ont été dites là. Et donc, voilà, pour nous, c'est une première étape qui peut être le levier, justement, les victoires dont on a besoin sur ces questions pour continuer. Donc, on va bien évidemment continuer et j'espère qu'on le fera ensemble voilà, après.